Super, bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour environ 45 minutes. Alors, comme le veut la tradition, c'est encore temps pour nous de vous souhaiter une excellente année 2025, plein de bonnes choses, plein de belles choses, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Voilà, tout est permis. Il y a aucun blocage pour 2025. C'est ce qu'on peut se dire. Alors, on est d'autant plus ravis de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité et au cœur des enjeux commerciaux de notre époque. C'est vrai que si on redresse un petit peu le bilan et le contexte, c'est vrai que la concurrence est de plus en plus rude, l'environnement économique aussi, lui, de plus en plus incertain. Et une problématique arrive, c'est qu'on a de plus en plus de mal à faire la différence et à se différencier concurrentiellement. Alors aujourd'hui, quand on parle, nous, avec nos clients, on constate ce qu'ils nous disent et ce que nous, on constate aussi, c'est que tout le monde fait la même chose. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est qu'est-ce qui nous reste finalement pour se différencier. Alors, c'est bien souvent sur le prix qu'on va agir, sur la présentation des produits, la présentation de nos offres et les prix qu'on va agir. Or, chez Mercury, nous, on a la conviction forte qu'on peut encore se différencier différemment, et notamment par la valeur. Donc, à la fois le temps qu'on passe avec nos clients et les expériences qu'on partage avec eux, ça nous a amené à réfléchir sur ce sujet et à vous partager une approche qu'on trouve, nous, différenciante, qu'on a mis en place chez Mercury et qui sort véritablement de la logique du prix. Du coup, 2 mots sur Mercury international. Donc, on est un cabinet dédié à la performance commerciale des entreprises. C'est vraiment notre ADN. On est partenaire de la performance commerciale de nos clients. Toutes les modalités, formation, conseil, accompagnement, pour nous, ne sont que des moyens, finalement, qu'on met en œuvre pour agir sur cette performance commerciale. Alors, on s'appelle les Mercuriens. En interne, on est des gens qui sommes passionnés par la vente par défaut sur l'ensemble de ces sujets. D'ailleurs, dans notre métier, on est amené à vendre, à prospecter, à produire. Donc, toutes les méthodes qu'on propose, et notamment celles qu'on va vous présenter, eh bien, on se les applique. Elles ont été éprouvées et reconnues depuis pas mal d'années au sein de Mercury. Et donc, on est tous les deux consultants chez Mercury depuis 8 ans en ce qui concerne Sébastien, un petit peu moins pour moi. On était auparavant sur des fonctions commerciales et de management commercial en B2B. Et puis, sur des missions de conseil, d'accompagnement, de direction de centre de profit me concernant. Voilà. Alors, pensez bien à couper vos micros, juste pour la logistique. Donc, on va commencer par vous présenter effectivement et découvrir ensemble avec vous quels sont les éléments de la différenciation concurrentielle. On essaiera de voir ensuite quelles hypothèses de solutions, quelles pistes de solutions on peut envisager, sur lesquelles on pourrait s'appuyer. On appuiera aussi sur les bénéfices, parce que c'est un petit peu le but. Et puis, on finira ensuite ce webinaire par des questions-réponses. Donc là, on est friand des questions que vous pouvez vous poser. On essaiera d'y répondre le mieux possible. On est ensemble pour environ 45 minutes. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par vous parler ou par parler ensemble des éléments de différenciation, au travers d'une approche, on va la découvrir ensemble, qu'on appelle le Six Battlefield, et on va voir tous ses bénéfices, on essaiera de voir ses bénéfices. Voilà. Du coup, je passe la parole à mon collègue Sébastien. Merci Laurent. Vas-y Seb. Déjà, à titre perso, vraiment ravi de voir toutes les personnes qui sont là, dont une bonne partie on se connaît. Donc, c'est top de vous avoir aujourd'hui. Alors, je propose qu'on puisse découvrir ces éléments de la différenciation. Et pour ça, de commencer par un quiz. On va vous mettre à contribution, voilà. Une interro permanente. C'est ça, ce soit interactif. Allez, je démarre la première question. Yes, elle doit se lancer. OK. Donc, combien de commerciaux, à votre avis, estiment que la concurrence sera plus difficile cette année par rapport à l'année dernière, en 2024 ? 17%, 37%, 57% ou 77%. Voilà, je vous laisse envoyer vos réponses. OK, donc on commence à avoir pas mal de réponses, entre 57 et 77. En tout cas, là où vous avez bien raison, c'est que, merci d'ailleurs, c'est que voilà, c'est effectivement une majorité de commerciaux qui se posent quand même pas mal de questions.
Alors, c'est plutôt 57%. En tout cas, nous, on a déterminé dans une enquête. On réalise régulièrement des enquêtes avec notre centre de recherche chez Mercury et on le fait auprès de nos clients en France et en Europe. Cette enquête, en tout cas, a concerné près de 1000 entreprises qu'on a interrogées. Et en effet, on constate qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes chez les commerciaux et qui se posent des questions sur comment ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans la jungle concurrentielle. Alors évidemment, ça génère du stress. Ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre leur objectif, pas pouvoir avoir leur prime, vous savez ce que c'est. Et donc, tout ça génère de l'impatience qui conduit en fait à faire les choses dans la précipitation. On va y revenir. Allez, je propose une deuxième question, si vous voulez bien. Tac, le temps que j'embarque mon sondage. Voilà. Allez, à votre avis, quel sentiment justement par rapport à ces commerciaux ils ont de la concurrence en 2025? La conjoncture est morose, le pouvoir d'achat est en berne, la différenciation se fait principalement sur les prix. On fait tous la même chose et c'est plus en plus difficile de se différencier par l'offre. Et la différenciation se fait principalement par la qualité des relations clients. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc là aussi, on voit qu'on a pas mal de réponses. Tous la même chose. Hein. Voilà. Il y a la troisième qui ressort fort et d'autres aussi qui ressortent. Et en fait, j'ai envie de dire que vous avez raison dans le sens où c'est les quatre qui sont valables. Hein. Il y a un petit piège, on peut répondre à plusieurs réponses, bien évidemment. Et effectivement, c'est les quatre qui nourrissent ce sentiment, en tout cas, que les commerciaux ont. En fait, pour la majorité des commerciaux, la différenciation se fait encore par les prix, les produits, les services, quand ils les comparent à des concurrents et ce que les concurrents proposent. Pourquoi d'ailleurs ils nous disent, en fait, on fait tous la même chose. Le marché est difficile et en plus, on est plus cher que la concurrence. Donc c'est vrai qu'il y a une croyance, si vous voulez, chez les commerciaux, que le combat se fait contre les concurrents. Et d'ailleurs, c'est une erreur, mais on y reviendra. Par conséquent, en tout cas, si nos commerciaux ont cette croyance et sont convaincus que la différence se fait par les prix, les produits, les services, c'est bien normal que les clients nous disent aussi « vous faites la même chose que vos concurrents et en plus, vous êtes plus cher ». Donc, c'est bien qu'à un moment donné, on se trompe de combat. Donc, au final, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, c'est quoi le vrai combat qui est à mener? Alors déjà, pour expliquer cette croyance, bien sûr, il y a des éléments conjoncturels qui alimentent ce sentiment. Mais en fait, ça n'explique pas tout. On sait que nos équipes, on l'a dit, sont dans la précipitation, car elles ont des mauvaises croyances qui génèrent en fait de mauvaises actions. Hein, que ce soit cette orientation fameuse, orientation sur le triptyque produit, service, prix, la méconnaissance de la concurrence. Et c'est sûr que si moi, je me concentre trop sur mes produits, sur mes services par rapport à mes concurrents, eh bien, j'en oublie en fait d'en démontrer la valeur pour le client. D'ailleurs, en restant sur cette croyance, il ne me restera plus que bien souvent, comme disait Laurent tout à l'heure, que le prix que je vais devoir baisser pour prendre des affaires. D'ailleurs, si on fait le parallèle ensemble avec le tennis, je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent le tennis, mais dans le tennis, il y a une croyance forte que la technique fait la différence pour gagner. Comme la croyance en entreprise que ce sont les produits et les services qui font la différence. Or, dans les deux cas, c'est une croyance erronée en fait. Si on prend l'exemple du tennis, se concentrer sur le geste, son revers par exemple en match, ceux qui me connaissent souvent, j'emploie cette métaphore du revers à la Gasquet. Bon, en tout cas, si on se concentre sur notre revers pendant le match, en fait, ça amène bien souvent à faire des fautes, à ne pas jouer son plein potentiel tennistique. Mon objectif, c'est plus d'avoir un geste, un revers parfait, pensant que c'est ce qui me permettra de faire la différence et de gagner contre mon adversaire. Sauf que j'en oublie en fait que le tennis est un sport de cible. J'en oublie que mon principal objectif, c'est de mettre l'adversaire loin de la balle. En fait, dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Si on fait le parallèle, si on pense trop à son geste, dans ce cas-là, entre guillemets, c'est comme penser à ses produits, à ses services, qui feront la différence. Et j'en oublie du coup que mon véritable objectif, c'est en fin de compte, et c'est important pour nous aujourd'hui, la perception et les enjeux de mon client, la perception
de mon client vis-à-vis des solutions, en tout cas la mienne et celle de mon concurrent, et de la valeur qu'elle représente. Donc en fait, évidemment, les conséquences pour les équipes, c'est des équipes qui s'épuisent, qui baissent drastiquement en termes de motivation, qui manquent bien souvent d'arguments pour répondre à des objections des clients parce qu'on n'est pas sur la valeur et les enjeux du client, et qui finalement se retrouvent dans une situation d'impasse, de démobilisation, et on voit souvent comme ça des commerciaux parfois qui continuent en tout cas la chute aux enfers. Donc c'est un véritable problème. D'ailleurs, ça s'analyse ça aujourd'hui. On est capable de mesurer ce qu'on appelle des coûts cachés de la non-performance. Alors, le groupe AFNOR, vous connaissez peut-être AFNOR, a estimé en fait que ces coûts cachés de la non-performance étaient de l'ordre de 8% du chiffre d'affaires. C'est quand même pas rien quand on y pense. Il y a même une étude de l'ISEOR, qui est d'ailleurs, on peut s'en féliciter pour ceux qui sont lyonnais aujourd'hui, qui est l'Institut socio-économique des organisations, c'est un institut lyonnais, qui a calculé qu'en moyenne, selon une démarche bien particulière, eh bien, les coûts cachés se situent entre 18 et 46 000 euros par commercial et par an. Je vous laisse mesurer, en effet, l'impact quand même que ça a en termes de coûts annuels. Yes, je te repasse la main. Oui, bien sûr, ce qui est énorme, finalement. Ce qui est énorme finalement, alors qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir finalement de ce premier constat-là et de ces premières statistiques, c'est qu'en définitive, on se bat pas toujours là où il faut et que le vrai combat, il n'est pas forcément là où on le croit, à savoir contre les concurrents, mais bien auprès du client et de la perception qu'il a de la valeur différenciante de nos offres et de nos solutions. Or, dans la tête du client, rappelons-le, c'est tout le monde fait la même chose. Okay, et il va rester sur cette position, sur cette croyance, puisque on lui a pas forcément démontré cette valeur différenciante, et par conséquent, si je ne démontre pas ça, je ne fais que renforcer l'idée chez lui que la différence va se faire par le prix, et seul le prix finalement représente la valeur de l'offre, alors qu'en fait, elle est ailleurs. Donc, si je reviens sur l'exemple qu'a donné Sébastien par rapport au tennis. Finalement, et moi qui suis tennisman, c'est clair, le vrai combat n'est pas contre l'adversaire, on ne sait pas ce qu'il va faire finalement. Et si moi je pense que je dois me battre contre lui, je risque d'en faire une affaire personnelle. La conséquence, c'est quoi ? C'est que je vais surjouer, je vais m'énerver, puis au bout d'un moment, je vais me précipiter et faire des erreurs. Donc, le vrai combat pour nous en tant que commerciaux, c'est bien de créer les conditions pour que l'autre, encore une fois, soit loin de la balle. Okay, et qu'en quelque sorte, donc l'autre c'est le concurrent, et qu'en quelque sorte, on arrive à influencer et à modifier la perception qu'a le client de cette valeur différenciante. Donc je n'agis pas contre le concurrent, mais je crée les conditions pour que le client estime que mon offre a une valeur plus importante et qui est meilleure pour lui et ses enjeux que celle de mon concurrent, même si on le sait, et on va le revoir encore dans le modèle qu'on vous présente, le concurrent a aussi des atouts. C'est clair, c'est indéniable. J'en profite, je vois que Mickaël a levé la main. Mickaël, je vous propose qu'on puisse répondre à toutes les questions juste après, si ça vous va comme ça. Okay. Mais n'hésitez pas à bien la noter. Alors, par conséquent, on est dans un environnement encore plus difficile, et par contre, c'est de la responsabilité, voire même de la raison d'être du commercial de ne pas se tromper de combat. Donc, il y a une part d'analyse et de constat qui est extrêmement importante au départ. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante à bien comprendre, c'est que, en fait, c'est pas quand tout va bien qu'on a besoin de nous, qu'on a besoin des commerciaux. C'est bien dans un contexte qui est hyper concurrentiel, que les commerciaux ont bien l'opportunité de montrer, de se différencier, de montrer en quoi ils sont meilleurs. Donc, finalement, si on résume, l'enjeu pour nous et pour les directions commerciales, c'est quoi ? C'est comment être sûr, comment s'assurer que nos équipes, que nos commerciaux ont bien les bonnes compétences pour choisir les bons combats et les bons champs de bataille. Donc, voilà, ça va nous amener effectivement à vous présenter la manière d'y arriver. Alors, c'est justement la raison pour laquelle Mercury a développé, on est plutôt fiers d'avoir été à l'initiative de développement de cette approche, cette solution SysBattlefield, en français, la session de bataille, qu'on va vous présenter. Et d'ailleurs, on a une question pour vous en préambule. Allez, je reviens sur mon sondage. Je lance.
Alors, partant de l'idée qu'on ne se bat pas contre le concurrent, hein, mais contre la perception qu'a le client des offres, c'est ce que Laurent disait, c'est vraiment un point très important à avoir en tête. Quels ingrédients, selon vous, sont nécessaires à l'influence de cette perception? Est-ce que c'est comprendre en profondeur les besoins en jeu du client et de son marché, analyser les forces et faiblesses du concurrent, savoir positionner la valeur de notre offre au regard du besoin du client en tenant compte des forces et faiblesses de l'offre concurrente, ou traduire la valeur de notre offre dans un discours de conviction valorisant les enjeux et les risques pour le client? Allez, je vous aide, il y a plusieurs réponses possibles. Oui, alors c'est assez équilibré. Merci pour vos réponses. La dernière ressort fort, et vous avez raison. Vous avez à nouveau encore tous raison, puisque eh bien, la bonne réponse, c'est à nouveau les 4 suggestions qui sont ici. Et en fait, c'est les 4 grands principes de ce qu'on appelle le Six Battlefield. On va le découvrir ensemble, de quoi il en retourne. Alors, comment justement ça se matérialise cette approche? D'abord, pour bien comprendre, on va schématiser les choses. C'est beaucoup plus clair quand on parle de schéma. D'abord, on part bien sûr toujours, on l'a dit, hein, du client, de ses préoccupations, de ses enjeux, de ses besoins. Hein, donc, on va partir de cet aspect-là d'abord. Et ensuite, pour répondre à ses besoins, ses préoccupations qu'il a exprimées, bien évidemment, eh bien, on part du principe qu'il y aura en face, pour lui, 2 offres, la nôtre et celle du concurrent. Alors, on pourrait se poser la question sur quoi, du coup, va se jouer la bataille concurrentielle. Eh bien, le principe dans la vente concurrentielle, c'est déjà que les bénéfices communs reconnus, c'est-à-dire cet espace-là, hein, c'est par rapport aux besoins, moi je sais le faire, et le concurrent sait le faire, mais on sait le faire de la même manière. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Eh bien, c'est pas là-dessus que va se jouer la bataille, bien sûr. C'est pas là-dessus que va se faire la différence, puisque nous savons le faire aussi bien l'un que l'autre. Ça n'intéresse pas le client, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi bien sur ce qui est commun dans les points faibles que dans les points forts que ça fonctionne. Ça ne va pas non plus se jouer sur la partie des besoins que le client exprime, que ni moi ni mon concurrent savent adresser à l'instant T, évidemment, puisqu'on ne sait pas le faire. Bon. Eh bien, en définitive, la bataille concurrentielle va se jouer, par conséquent, sur les 6 autres champs de bataille qu'on a ici. D'accord? Je vais les passer, on va revenir sur chacun des points. En fait, ce qu'il voit le client, lui, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 camps et qu'il y a des choses qui correspondent à ses besoins et d'autres pas. Et donc, se pose évidemment la question, pour le client, sur quoi je vais me baser, sur quels critères vais-je devoir faire mon choix? Hein, d'ailleurs, dans le pire des cas pour nous, en tant que notre offre, en tout cas, il pourrait même, ce client, avoir une perception beaucoup plus favorable envers le concurrent, a priori, plutôt que la nôtre, mais ça, il va falloir le découvrir. D'accord? Donc, on a bien les 6 champs de bataille que vous avez ici devant les yeux. Alors, si on reprend les 6 champs point par point, le champ de bataille numéro 1, ce sont les éléments que nous avons dans l'offre. Les concurrents ne l'ont pas, hein, schématiquement, on le voit bien. Et le client ou le prospect, manifestement, ne l'a pas exprimé comme étant un besoin ou un enjeu particulier. Ici, donc, je vais devoir, moi, dans ma tactique, faire prendre conscience à mon client que c'est une partie essentielle à prendre en compte, qu'il a sous-estimé, qu'il n'a peut-être pas identifié, mais qu'il a des risques même à ne pas le faire. En 2, nous l'avons, mais les concurrents ne l'ont pas, et le client, lui, en a besoin. Il a d'ailleurs exprimé comme un enjeu assez fort, et nous, bien sûr, dans la tactique, notre rôle va être de renforcer la perception de l'enjeu et de sa force en disant vous avez bien eu raison de l'exprimer, monsieur le client, parce que c'est essentiel dans la réussite de votre projet. En 3, c'est plutôt des points faibles, voire des irritants que l'on pourrait avoir dans notre offre ou par rapport à l'image de l'entreprise, qu'il s'agira soit de minimiser, soit de retourner comme des véritables points forts. On verra. OK. Vous l'avez compris, on a la même chose côté concurrent. Les concurrents 4 l'ont, on ne l'a pas, mais le client n'a pas forcément exprimé. Ici, il s'agira plutôt de démontrer en quoi cette partie ne répond pas aux besoins du client, voire même pourrait comporter des risques pour lui. En 5, le concurrent l'a, nous on ne l'a pas. Bon, ça colle aux besoins du prospect, donc ça c'est déjà un peu plus compliqué.
À nous de démontrer que l'enjeu ici pour le client ou le besoin qu'il a exprimé n'est pas si indispensable. Enfin, le 6, ce sont les irritants ou les points faibles du concurrent. Attention, il ne s'agira pas ici de dégommer le concurrent en frontal. Il y a des risques, en tout cas, vis-à-vis du client, voilà, de le dégommer. Mais en tout cas, on va le faire, mais on va le faire de façon subtile. On va se saisir de ces points faibles de façon à les retourner en notre faveur, bien évidemment. Okay. En vente concurrentielle, on ne dit pas qu'on est les meilleurs sur nos points forts. On doit convaincre le client que le critère de choix qui correspond à mon point fort, c'est le plus important pour lui. Et donc, on va plutôt appuyer ces enjeux, et c'est ça, en fait, la définition de la vente de valeur. Et c'est ça toute la différence. Par conséquent, ça suppose qu'au préalable, j'ai fait une découverte pour connaître ses enjeux, ses préoccupations, ses points de valeur particuliers, les plus importants, pour savoir aussi quelle image mon offre, mon entreprise a dans ses yeux. Et on regarde ses enjeux. En tout cas, c'est un prérequis, bien sûr, à la vente de valeur. Okay. Alors, mon cher Laurent. On peut peut-être illustrer ça, effectivement, oui, avec un exemple. Un de mes clients, un de nos clients, le cas d'un fabricant de lubrifiants qui était mis en concurrence avec un challenger qui était, pour le coup, bien moins cher que lui. Okay. Et à l'époque, ce qui était ressorti, c'est que le client avait fait cette remarque. Écoutez, vous proposez tous les mêmes produits et en plus, vous êtes plus cher. Et dans ces cas-là, il y a deux questions qui se posent à nous, deux stratégies qui sont complémentaires pour essayer d'influencer sa perception parce qu'encore une fois, souvenez-vous, le piège serait d'essayer de surargumenter pour dire on est les meilleurs, de se concentrer sur l'offre et les produits, plutôt que d'essayer de modifier la perception qu'a le client de la valeur en lien avec son besoin et puis ses enjeux. Donc là, la première chose à faire, c'est effectivement de créer le besoin. Donc là, on est bien en 1 sur le champ de bataille. Et pour créer le besoin, on va mettre en évidence ces enjeux environnementaux, qui étaient une préoccupation forte pour lui, finalement, en appuyant sur les avantages de notre solution, finalement, en matière d'impact environnemental. Et là, c'était de dire, écoutez, nous, notre offre, elle permet de générer moins de déchets qui sont liés aux vapeurs d'huile qui seront rejetés effectivement par vos machines. Le client n'en avait pas forcément conscience de ça. Donc là, on est dans une stratégie où finalement, on va créer le besoin vis-à-vis de lui. Et puis, le deuxième élément important, la deuxième stratégie, c'est de se dire, on va renforcer finalement ce qui sait déjà, mais qui est un point fort pour nous, pour lui, pardon. Et chez nous, mais qui va correspondre et répondre encore mieux à ces enjeux, c'est d'appuyer sur les risques d'arrêt machine, avec aussi une qualité supérieure de lubrification des huiles de la part du prestataire. Donc là, vous voyez, on a mis en place nos deux stratégies qui consistaient, à créer le doute chez lui, ou à lui faire pas créer le doute, mais à créer le besoin plutôt, et à lui faire prendre conscience que ce besoin va répondre à ses enjeux. Donc ça, notre objectif, c'est de le faire émerger. Ça a été la première stratégie, pour résumer. Et la deuxième, ça a été de nous appuyer effectivement sur ce qu'il savait qu'on faisait déjà bien, mais encore une fois, en le raccrochant. Vous voyez, à chaque fois, on fait pareil, en le raccrochant à ses objectifs et à ses enjeux pour lui montrer que finalement, on est sur de la création de valeur supérieure. Voilà. Donc, ce sont ces deux éléments importants. C'est le cœur du réacteur de la solution Six Battlefield, avec, encore une fois, souvenez-vous, le risque de tomber dans la surargumentation technique, nos produits, nos offres. Et là, on sort du champ du client. Le client est plus au centre. C'est bien nous qui sommes au centre des préoccupations et il s'en fout, en fait, finalement, le client. Lui, ce qu'il veut, c'est, moi, mon critère de choix, c'est quelle est la valeur la plus forte vis-à-vis de mes besoins et de mes enjeux. Et ça va être ça, mon critère de différenciation. Alors, comment, effectivement, avec un pitch réflexe, finalement, on peut faire la différence face à la concurrence, sachant qu'on peut se retrouver aussi dans une situation où le client doute forcément. Donc, on va travailler. Alors, comment la question, c'est comment on va faire. Effectivement, c'est qu'on va travailler avec vos équipes pour développer, avec les équipes, pour développer des pitchs qui sont basés sur l'analyse concurrentielle. Parce que vous l'avez bien compris aussi, un des éléments clés, c'est de bien connaître nos offres et nos forces, mais aussi celles des concurrents,
Hein, donc, ce qu'ils font bien, quels sont les irritants, parce que ça, c'est le prérequis et la base indispensable. Sinon, on ne peut pas faire ce travail en exploitant le Six Battle, finalement. Hein. L'outil est caduc hein, si on n'a pas ces éléments de départ. Alors, si je reprends l'exemple des lubrifiants, voilà le pitch qu'on pourrait faire. Hein. Alors, monsieur le client, écoutez, je peux comprendre que le prix, pour vous, c'est quelque chose d'important. Hein, OK. Là, on est en 1. En 2, c'est d'un autre côté, prenez bien en considération le fait que la case, le champ de bataille 1, nos produits polluent moins au regard de vos enjeux environnementaux, et que 2, nos points forts, nos huiles ont un pouvoir de lubrification bien supérieur, qui va vous permettre de réduire considérablement le risque d'arrêt de vos machines. Hein. Alors maintenant, c'est vrai que si on travaille ensemble, en 3, hein, donc là, ce sont nos irritants, ça va être un investissement de départ. Mais ne sous-estimez pas non plus que cet investissement, monsieur le client, vous permettra de faire des économies, donc un ROI significatif, hein, si bien vous en conviendrez que du coup, nos solutions sont quand même plus rentables. Et enfin, j'attire votre attention sur le fait qu'une huile pas chère, donc là, on est sur le 6, hein, le champ 6, donc les irritants du concurrent sur lesquels on va s'appuyer, qu'une huile pas chère pollue davantage, avec beaucoup plus de pertes et forcément une surconsommation inévitable. Hein. Donc, vous voyez qu'un pitch bien mené, et c'est là-dessus que nous, on emmène les équipes, hein, à être sur un pitch réflexe qui est non pas d'avoir le réflexe de surargumenter et de parler de nous, c'est l'erreur. Souvenez-vous, c'est la voie sans issue, c'est le sens interdit qu'il faut absolument pas prendre, mais bien au contraire, d'être capable de pitcher sur cette valeur ajoutée différenciante qu'on met en avant de notre côté et qu'on va amoindrir indirectement dans l'offre concurrentielle. Voilà. Donc, on ne critique pas directement le concurrent parce que c'est pas approprié, hein, on le sait, mais on va effectivement lui permettre de voir le verre à moitié plein chez nous plutôt que chez les autres. Yes. Allez, pour terminer, avant de répondre à vos questions, ici, on va vous parler de comment ça se passe concrètement et les bénéfices associés à cette approche et j'allais dire cette pédagogie aussi. Alors, c'est en 2 temps, il y a 2 étapes. Il y a une première étape, d'abord, pour identifier avec les collaborateurs les champs de bataille. Donc, concrètement, vous voyez, il n'y a pas de PowerPoint, on est tous debout, c'est très interactif, voilà, et du coup très très vivant. Et on va faire produire en sous-groupe les équipes sur les différents champs de bataille que vous avez vus. Alors, sur un concurrent idéalement bien ciblé, mais on pourrait imaginer, si le groupe est grand, que l'on puisse prendre plusieurs concurrents aussi pendant la journée. Donc, c'est vraiment une vraie journée d'atelier de travail où on amène les équipes à remplir les champs. On s'aperçoit bien souvent qu'il y a… les gens nous disent « Ah oui, donc… je ne connais pas suffisamment la concurrence » ou il y a une méconnaissance de la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'en élément de précaution préalable, on va les amener à avoir un pré-read, en tout cas une première lecture avant la session de justement l'offre de la concurrence que bien évidemment on aura préparé avec la direction ou un groupe de travail en amont. Donc, il y a vraiment une première étape de construction, on va dire, et aussi de pouvoir, deuxièmement, aider vos collaborateurs à choisir la bonne stratégie à choisir, c'est-à-dire choisir les bons champs de bataille les plus déterminants en fonction de la position chez le client, challenger, leader, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième étape, ça peut être la deuxième journée ou ça peut être 2 journées distinctes l'une de l'autre, mais vous avez compris quand même que c'est en 2 jours. Eh bien, c'est là où on va se baser sur le travail qu'on a construit sur la matrice concurrentielle, le Six Battlefield, et donc on va reprendre les éléments de fond pour les transformer en éléments de forme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir construire avec eux les discours, les pitchs dont parlait Laurent, de valeur pour porter cette différenciation et surtout, on va les faire s'entraîner à le dire. Donc, c'est aussi un super exercice d'autoconviction. J'étais encore, et il se reconnaîtra en début de semaine avec l'un d'entre vous pour travailler sur une pédagogie sœur, en tout cas, qu'on appelle le tribunal. Bon, peu importe, on pourra à d'autres occasions en parler si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est vraiment des exercices d'autoconviction, de renforcer la foi des collaborateurs dans l'entreprise, dans la force et les valeurs que peut avoir notre offre. Donc là, on va bosser aussi sur la posture, sur comment je l'exprime, mon non-verbal,
ma conviction forte, je dois avoir quelque part, je dois transpirer au propre comme au figuré quand je l'exprime. Donc, on va vraiment les pousser dans le retranchement pour exprimer ces fameux pitchs. Alors, c'est vrai qu'en synthèse de tout ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est que c'est un super outil pour structurer nos approches concurrentielles, pour booster les équipes et remettre en question nos propres croyances, parce que, encore une fois, tout part des croyances, vous l'avez vu, celles de nos équipes commerciales et puis celles du client. Donc, c'est une formidable occasion de mieux connaître la concurrence aussi. Et puis, enfin, c'est un super outil pour renforcer la conviction des commerciaux sur la valeur de nos solutions en agissant directement sur la perception du client, qui est souvent dans des situations où il est amené à douter où il peut avoir une préférence aussi pour l'un de nos concurrents. Donc là, le pitch pour le faire douter en 3 minutes est extrêmement impactant. On vous partage un retour d'expérience aussi parmi tant d'autres, mais globalement, ce que nous disent les collaborateurs, les participants, c'est que c'est très concret, très utile, adapté à mon métier. Ça va me servir dans mes prochains appels d'offres, pour préparer mes prochains rendez-vous, pour négocier. Donc, en fait, c'est pas juste un outil qu'on fait comme ça en salle une fois et après, c'est fini. Donc, c'est largement duplicable et on peut en effet après l'intégrer comme un outil de préparation à nos rendez-vous quand on a un concurrent en face de nous ou plusieurs d'ailleurs. Okay. Allez, vient le temps peut-être de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à allumer vos micros. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ou alors à écrire dans le chat également vos questions, n'hésitez pas. Allez, c'est la première, la plus dure. Sébastien? Oui, Pierre-Henri. Oui, alors, moi je suis celui qui va faire la version sœur de Tribunal. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, c'est hyper enrichissant et hyper intéressant. J'ai juste une question, alors qui est plutôt une remarque, une question, mais quelle est votre position dans des métiers comme le mien par exemple, où là j'ai le sentiment dans la présentation aujourd'hui qu'on cherche à chaque fois à prendre la place d'un concurrent, mais il se peut aussi qu'on ait des métiers où on est en complément d'offres d'un concurrent et qu'on a aussi, tout à l'heure tu disais, c'était un peu plus compliqué quand on a un produit que le client veut et que nous on n'a pas et ça devient compliqué, mais on peut aussi accepter dans certains endroits de ne pas l'avoir et de proposer des offres complémentaires et de ne pas être forcément le mono-fournisseur, mais d'être un deuxième fournisseur. Comment vous appréhendez cette notion-là dans le cadre des Six Battlefield? Alors c'est une très bonne remarque. C'est vrai que le Six Battlefield, il est spécialement conçu et pour aider les équipes dans le cadre où on a une concurrence frontale, où justement il faut pouvoir aller chercher les éléments de la valeur pour faire la différence sur des produits ou de la technique qui pourraient se ressembler, mais donc on l'a dit, on n'est pas uniquement sur du prix ou du produit, il y a plein d'autres éléments à valeur qu'on peut mettre en évidence pour faire la différence. On est moins dans ce cadre figure que tu évoques, même si si à un moment donné, j'ai envie de dire, si nous, on est satisfait d'être en complément d'un concurrent et que le client, lui, s'y retrouve et que personne ne se marche dessus, bon, je vois pas trop où est le problème. En revanche, s'il s'agit d'aller prendre des parts de marché chez ce même concurrent qui pourrait proposer demain des solutions équivalentes aux nôtres, là, dans ce cas-là, le Six Battlefield peut être adapté. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais très bien, merci beaucoup. On est plus sur une concurrence frontale, si tu veux, dans le Six Battlefield. Allez, peut-être une autre question. N'hésitez pas, allez-y, on est là pour ça. Sébastien, je veux bien amener un complément, si tu veux bien, à la question qui a été posée. Oui. Parce que j'ai la chance de le vivre avec vous en ce moment, ce modèle. Donc, nous, on est dans le domaine de la gestion privée. Et par rapport à ce qui a été dit, c'est pas du tout incompatible, bien au contraire, puisque nous, dans une stratégie de conquête, nous, on est sur le marché de la gestion privée. On a ce travail-là par rapport aux grandes banques privées qui ont des très belles notoriétés, comme les Rothschild ou les Pictet. Et justement, l'objectif de ce travail vise à avoir une place, notamment pour des clients cédants, de récupérer 20 ou 30% des capitaux plutôt que zéro. Et puis après, dans le cadre du suivi, que cette proportion, cette part de marché augmente. Donc, moi, pour répondre à la question qui a été posée par le participant précédent, ce modèle s'applique pas seulement que le tout ou rien,
mais pour cohabiter et ensuite faire fructifier sa part de marché. Exact. Merci, Joël. Pierre-Henri, merci Joël, parce que c'est quand je posais la question et avant de poser la question, c'est exactement ça, ce à quoi je pensais en disant que ça pouvait être aussi le Six Battlefield pouvait être aussi une étape 2 dans un premier intermédiaire qui n'est pas le frontal direct et que ça devient un deuxième. Donc merci de tes éclairages qui confirment bien ça et merci beaucoup pour l'intervention, super. Merci. Absolument. Allez, une autre question. Et pas timide. Et pas timide. Charlène, peut-être. Oui, moi j'en ai une peut-être pour vous, en dehors donc de Joël, de Pierre-Henri qui ont déjà exprimé. Comment vous verriez comment vous verriez ce modèle s'appliquer dans vos organisations peut-être? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Je vais répondre à ta question, Sébastien. Alors moi, Oui, je trouve Manuel. que c'est très intéressant. Je ne connaissais pas ce modèle-là, même si on est toujours en recherche d'éléments complémentaires pour améliorer notre efficacité. C'est un modèle très intéressant. La difficulté que l'on pourrait rencontrer, je pense, c'est vraiment d'aller chercher la connaissance multiconcurrentielle. Parce que aujourd'hui, c'est très rare. Enfin, moi, je suis dans la distribution de produits techniques. Il y a beaucoup d'offres. Beaucoup d'industriels que l'on peut proposer et tous ont des solutions différenciantes. Donc, c'est un peu ça la difficulté, moi, que je pourrais avoir dans mon modèle. Ouais. Alors, et c'est une vraie difficulté, c'est vrai. Après, c'est tout le talent dans le questionnement et dans la capacité à faire émerger les enjeux, les besoins, et puis aussi et surtout, de par le client, enfin vis-à-vis du client, ce que la concurrence fait bien. Donc, c'est-à-dire que généralement, c'est le client qui va nous le dire. Et c'est à nous de faire en sorte que ça soit aussi le client, si on n'a pas une super connaissance de la concurrence, faire en sorte que le client, il a les informations parce qu'il est censé les avoir analysées. Donc, si nous, on a une mauvaise perception de ces éléments-là, la solution de repli, j'ai envie de dire, c'est d'arriver à les faire émerger par le client. Hein, qu'est-ce qui finalement, chez le concurrent avec lequel on est, peut poser problème. Qu'est-ce que le concurrent propose de mieux ou propose comme plus intéressant, comme chose plus intéressante par rapport à nous? Voilà. C'est sûr, la difficulté que j'aimais, c'est en fait quand on est dans un environnement de distribution avec une offre produit très très large, la dimension, quand on multiplie les offres plus les concurrents, plus les clients avec leurs priorités à chacun, ça devient, et pour avoir préparé ça, pour pouvoir avoir anticipé tout ça, c'est un boulot de dingue. Je dirais presque que c'est des années de connaissances terrain dans le même périmètre qui vont nous amener à être dans cette efficacité-là à un moment donné, quoi. Mais c'est pas en 2 jours de préparation qu'on répondra à tous les concurrents, c'est sûr. Alors, Manu, pour te répondre aussi, dans ton univers, dans tes environnements, en tout cas, souvent le Six Battlefield est utilisé en lancement d'un nouveau produit. Et dans ce cas-là, on a une marque concurrente ou deux qu'on peut beaucoup plus cibler. Et c'est vrai que un des éléments prérequis pour le Six Battlefield, alors dans d'autres c'est moins prégnant, je pense effectivement à ce que vit en ce moment Joël, mais dans les univers où il y a pléthore de marques, pléthore de produits, là le truc c'est comment on va arriver à choisir et délimiter une analyse concurrentielle particulière. Je pense à Wurth, je pense à ce qui concerne, il pourrait y avoir des marques particulières, et se dire voilà, on va travailler cette marque-là parce que nous on a un développement stratégique par rapport à ce concurrent-là. Et donc, on fait le choix, dans le cadre de la pédagogie, de la session, de plutôt faire travailler les équipes en prenant cet exemple. Mais après, et c'est tout là votre enjeu à vous de manager, c'est-à-dire comment on va pouvoir potentiellement dupliquer ce modèle dans la vie de tous les jours, avec d'autres marques ou sur d'autres lancements, etc., etc. Mais c'est sûr que, comme chez vous, vous avez un catalogue qui est immense comme ça, avec des marques concurrentes qui sont au moins aussi importantes, on pourra ne le faire que progressivement et par choix stratégique.
d'aller prendre des parts de marché ici ou là. Tout à fait. En fait, mais une fois qu'on a compris la logique, en revanche, mentale de ce schéma que vous avez sous les yeux, c'est très facile quelque part de le dupliquer pour peu, en effet, qu'on ait la bonne connaissance et qu'on aille chercher les bons éléments de connaissance, comme disait Laurent, auprès du client ou ailleurs, en tout cas dans l'écosystème. Moi, je peux intervenir, Sébastien, effectivement, pour confirmer ce que tu viens de dire. Quel que soit le domaine d'activité, effectivement, je pense qu'on a tous le problème avec nos équipes commerciales qui est de parler de prix trop rapidement, de parler de prix trop systématiquement, d'oublier de mettre en avant et d'avoir, ne serait-ce qu'en tête, toute la valeur ajoutée qu'on apporte par ailleurs. Et voilà, donc je pense que ça, c'est un problème que tous avons avec nos équipes commerciales. Et puis, la chose que je rajouterais, c'est les notions de croyance. Vous avez évoqué à plusieurs moments de la démonstration, de votre présentation, pardon, les croyances. C'est vrai que moi, j'avais toujours dans la tête l'idée que les croyances, c'était nous qui les avions, mais là, vous avez parlé des croyances aussi des clients. Exact. Donc, c'est très important parce que on va avoir tendance à se ranger naturellement du côté de la croyance du client, alors qu'en fait, on peut très très rapidement la contrer ou la démonter ou l'influencer. Ou l'influencer, ou en tout cas traiter cette objection grâce à vos méthodes. Donc je pense que c'est adapté à beaucoup d'entreprises. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis, merci Frédéric. C'est vrai que on pourrait se poser la question pourquoi les clients ont cette croyance. Mais encore une fois, c'est parce que on l'a véhiculé. On oriente. Et on l'oriente parce qu'on l'a orienté sur la partie produit-prix, qu'effectivement les clients se sont forgés cette croyance autour de ça. Donc, quand on parlait de responsabilité des forces commerciales pour changer le paradigme, il en tient qu'à nous d'être plutôt sur cette stratégie de vente de la valeur et d'analyse concurrentielle plutôt que de rester sur la sacro-sainte argumentation et argumentaire de nos produits, quoi. Et il y a une phrase que j'adore pour arriver à faire switcher justement nos croyances et nos équipes sur le sujet, c'est à relayer largement au sein des équipes commerciales, c'est le prix, c'est ce qu'il paye, le client, la valeur, c'est ce qu'il achète. Okay. Et ce qui lui rapporte. Et c'est ce qui lui rapporte. Donc, c'est ça qui est important. Dès lors qu'on a bien intégré ça, les équipes, ça oblige, du coup, à se détacher du prix, de nos offres et de qui on est, pour aller vers ces enjeux, ces besoins et la capacité à démontrer cette valeur en correspondance. Donc, c'est là où on arrive justement plus facilement à modifier ces croyances, la croyance qui est de dire, en fait, je vais différencier les offres sur le prix uniquement parce que j'ai que ça comme critère. Mais non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, en fait. Yes. Bon, on arrive au bout de notre échange. Je sais pas, Mickaël, vous aviez une question peut-être tout à l'heure, non? Vous aviez levé la main? Oui, j'avais levé la main en tout début et en fait, c'est resté tout le long. Donc, mais vous avez répondu à ma question, donc je vous remercie. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut changer les choses en 2 jours? Je pense que ça amène aussi un autre regard sur la population des technicos, de ceux qui arrivent sur le marché du travail. En 2 jours, c'est des montagnes à renverser. C'est jeunes TCO qui arrivent, technicaux ou commerciaux ou vendeurs ou représentants ou animateurs. Vous savez, on a plusieurs métiers dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et notre envie, c'est qu'ils fassent de tout. C'est qu'ils vendent, c'est qu'ils animent, c'est qu'ils fidélisent. Et en fait, les jeunes qui arrivent maintenant sur le marché du travail, on met de plus en plus de temps à les faire grandir parce que c'est des gens qui vont vite, qui veulent aller vite, parce qu'ils ont l'habitude de fréquenter ou des outils ou des gens qui veulent aller vite. Et je pense que c'est véritablement ça aussi l'enjeu de demain. C'est comment nous, qui participons à ce webinaire, qui sommes forcément des gens engagés, on peut aller vite aussi, faire réussir nos technicos, les faire faire de la performance avec des gens qui veulent avoir des méthodes rapides. Je pense que c'est un véritable enjeu. Et vraiment, en 2 jours, si vous arrivez à faire ça, waouh, champion du monde, bravo, franchement. Je peux juste rajouter. En tout cas, on aura cette humilité de dire, voilà, on démarre un processus et après, c'est le rôle des managers
de pouvoir le dupliquer. Juste pour rebondir, c'est vrai que par rapport à ça, on parle beaucoup d'IA, hein, notamment chez Mercury. C'est vrai que, notamment dans la connaissance des concurrents, l'IA peut être un outil formidable pour aider ces jeunes commerciaux d'aller plus vite. C'est des choses aussi qu'on intègre et qu'on va devoir encore plus intégrer dans nos modèles Six Battlefield à l'avenir pour bâtir les matrices. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, je voulais juste compléter, Sébastien, par rapport à la question qui vient d'être posée. Effectivement, en 2 jours, vous allez voir le niveau de vos équipes et l'intérêt de vos équipes être démultiplié de façon presque artificielle, mais en tout cas, il va être démultiplié sur ces 48 heures, j'imagine. Donc le soufflet, il est en haut. Le gros souci du soufflet, c'est d'éviter qui ne retombe et qui fasse pchit très rapidement. Et là, il n'y a qu'une seule solution, c'est dès la semaine suivante, dès les jours qui suivent, mettre en place un plan d'action dans lesquels le commercial et le manager travaillent ensemble et mettre en application immédiatement les méthodes. Sans quoi, effectivement, on a de la déperdition du signal. Voilà, c'est tout. Super. Yes. On arrive au terme de notre webinaire. Voilà, on aurait bien continué l'échange, mais on a tous aussi nos occupations, vous les premiers. Bon, vous savez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, Laurent et moi. On sera ravis de répondre aussi. Voilà, on n'a pas entendu Alan, on n'a pas entendu Rodolphe, mais n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, messieurs, si vous avez des questions, des remarques, et puis bien sûr à votre disposition pour déployer ce module, ce modèle et cette approche auprès de vos équipes. En tout cas, on a vraiment de super retours et ça permet vraiment de faire basculer les croyances et de changer le paradigme. Voilà, et vous retrouverez cette vidéo, ce webinaire qui a été enregistré en ligne, et vous aurez la possibilité d'y avoir accès à souhait. En tous les cas, on vous remercie pour votre participation. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Il y en aura d'autres. Et puis, encore une fois, meilleurs vœux, plein de belles choses pour 2025. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci à tous. À très bientôt, messieurs. Merci. Mesdames, messieurs. Merci, messieurs, dames.